Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Danick Julien, puis on se retrouve pour notre émission du tourisme. Alors, cette semaine, nous sommes à Deschambault pour les Voies du Sacré. Alors, c'est une activité un peu spéciale où est-ce que, d'une visite des églises, on va voir Madame Eliane Trottier qui va pouvoir nous en parler un petit peu. Alors, on se retrouve dans l'église de Deschambault avec Madame Eliane Trottier. Eliane, bonjour. Bonjour. Quel est ton poste, toi, à la MRC de Portneuf? Moi, en fait, je suis agente de développement culturel. Donc, ce que ça consiste, en gros, c'est de mettre en œuvre la politique culturelle de la région. Donc, je favorise le développement là, dans plusieurs disciplines, que ce soit le patrimoine, les arts, même les bibliothèques. Je peux soutenir pour des besoins ponctuels. Et puis là, aujourd'hui, on est à l'activité Les Voies du Sacré. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est les Voies du Sacré? Alors, les voies du sacré, c'est une activité qui existe depuis longtemps. En fait, depuis déjà dans les années 80, il y avait des portes ouvertes qui ont été organisées dans les églises. À ce moment-là, l'activité se concentrait dans les églises qui bénéficient d'un classement du ministère de la Culture, c'est-à-dire les églises de Grondines, Deschambault, Cap-Santé et Neuville, dont l'intérieur est en partie classé. Et au fil du temps, il y a un réseau qui s'est structuré, donc un véritable circuit touristique qui permet de visiter plus d'églises. Parce que ce ne sont pas évidemment les églises classées qui ont un intérêt, là. Toutes les églises, en fait, dans leur village, là, sont un symbole fort, puis un lieu où il y a beaucoup d'intérêt artistique et patrimonial. Alors, au fil du temps, ce circuit-là s'est développé et en 2018, là, il y a 8 églises qui participent au circuit. Dans ces églises-là, pouvez-vous me nommer quelles églises dans Portneuf participent? Oui, alors c'est toutes des églises dans Portneuf parce que le circuit se limite au territoire de Portneuf. Alors, il y a les églises de Saint-Casimir, Grondines, Deschambault, Cap-Santé, Pont-Rouge, Neuville, Saint-Raymond et Rivière-à-Pierre. Et puis ça, les églises sont-elles ouvertes 7 jours sur 7 ou ça varie selon les églises? En fait, il y a un horaire de base qui est du mercredi au dimanche, pardon. Toutes les églises qui participent au circuit ou presque sont ouvertes dans cette plage horaire-là. Donc, habituellement, là, vers 10h30 jusqu'à 4h30, 5h, là, ça dépend, ça varie selon les années, là, selon la disponibilité des gens aussi. Sauf Rivière-à-Pierre, où c'est vraiment juste le dimanche, là, à partir de la fin de la messe jusqu'à la fin de l'après-midi, c'est ouvert. Sinon, il y a aussi 2 autres exceptions qui sont Cap-Santé et Deschambault ici, qui sont plus ouverts, hein, plus ouvertes plutôt. Ce sont des églises qui sont ouvertes 7 jours sur 7 parce que ce sont des églises où il y a énormément d'intérêt touristique. Donc, il y a un plus grand achalandage et il y a des visiteurs là, tous les jours de la semaine. Ça, comme vous m'avez mentionné tantôt, c'est des activités qui sont gratuites. Est-ce qu'il y a un guide? Est-ce qu'il y a des guides pour chaque église? Oui, en fait, c'est ça, c'est gratuit de rentrer dans les églises et c'est aussi gratuit de bénéficier d'une visite guidée. Chaque église là, a son ou sa guide, donc ce sont des jeunes qui sont embauchés pour l'été pour, en fait, cibler auprès des visiteurs les éléments d'intérêt patrimonial et artistique et aussi les accompagner là, dans la compréhension du lieu en dressant, par exemple, l'histoire de l'église en tant que telle, donc ses différentes phases d'évolution. Puis, ces guides-là sont disponibles, il n'y a pas de frais supplémentaires qu'on choisisse de faire une visite guidée ou non.
Niveau achalandage, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'activité et qui viennent? En fait, je ne sais pas quel est le niveau de notoriété du circuit en tant que tel, mais chose certaine, les églises suscitent beaucoup d'intérêt. Bien sûr, celles qui sont classées ont une aura un petit peu particulière, là. Les gens recherchent un petit peu plus ça. Mais souvent, les gens, quand ils s'arrêtent dans un village et qu'ils voient les portes ouvertes à l'église, les gens ont le réflexe d'entrer pour poser des questions ou ne serait-ce que de regarder rapidement par curiosité. Il n'y a pas énormément de gens qui se déplacent vers la région là, spécifiquement pour ce produit-là, mais c'est plutôt un produit touristique complémentaire au reste des visites là, qu'on fait chez nous. Lorsque vous dites église classée, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les églises classées, dans le fond, c'est des églises dont on reconnaît une valeur patrimoniale à l'échelle nationale. Donc, au niveau de tout le Québec, il y a un corpus là, qui est identifié par le ministère de la Culture et des Communications. Et ces bâtiments-là, mais ça peut être aussi des sites là, en général, on reconnaît que pour tout le Québec, ils sont très importants, ils ont une grande valeur qui dépasse largement là, la valeur locale, identitaire. Là. C'est important pour l'ensemble de la société, autrement dit, ces églises-là. Et là, aujourd'hui, nous, on va aller visiter l'église de Cap-Santé pour faire justement un exemple là, avec un guide. Pouvez-vous me parler un petit peu de ce qu'on va voir aujourd'hui? Oui, dans le fond, l'église de Cap-Santé, c'est aussi un endroit, comme Deschambault d'ailleurs, où il y a un site qui est d'intérêt patrimonial. Donc, on ne se limite pas uniquement là, au bâtiment lui-même. Et le guide pourra vous en parler, mais il y a aussi le cimetière à Cap-Santé qui est d'intérêt. Et au niveau paysager aussi, ce sont des sites qui sont exceptionnels. Alors, probablement que François nous en glissera un mot tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, on va se diriger vers là avec quelques images des églises qu'on va voir sur notre passage. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve à l'église de Cap-Santé avec François Trépanier-Huot. Bonjour, François. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Alors, toi, tu es un guide ici à l'église. Parle-moi un petit peu de ce que tu fais, ce que tu présentes, ta formation. Donc ici, dans le fond, on présente l'église de la Sainte Famille de Cap-Santé et en même temps, on peut présenter d'autres choses qui sont autour de l'église, soit le cimetière, que ce soit l'enclos paroissial. Ma formation, donc, moi, j'ai reçu... la MRC, à chaque année, offre une formation pour les guides à la MRC. Moi, vu que c'est à ma 5e année, ici, dans le fond, pour les voies du sacré, j'ai pas pris la formation cette année parce que j'avais déjà beaucoup d'expérience. J'ai déjà travaillé dans d'autres églises, que ce soit à Grondines, à l'église de Grondines, ou à l'église de Portneuf. Donc, ici, à Cap-Santé, c'est ma 2e année, donc je connais pas mal la place. Et puis là, on est devant la fontaine. Alors, tu me dis qu'il y avait quelque chose de particulier cette année concernant la fontaine. Oui, cette année, cette magnifique fontaine, qui est d'ailleurs quelque chose qui est très rare dans les villages québécois d'avoir une fontaine comme ça, fête ses 100 années. Cette fontaine-là, on la surnomme d'ailleurs la fontaine des conscrits parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait des conscrits, dans le fond, qui voulaient pas aller à la guerre. La Première Guerre mondiale, tout le monde sait que ça a été une belle grosse boucherie. Et finalement, la guerre s'est terminée et ils n'ont pas été envoyés. Donc, pour remercier le Seigneur de ne pas les avoir envoyés à la Première Guerre, ils ont donné cette fontaine-là à leur paroisse. Et puis, parle-moi un petit peu de l'église en général, là, qu'on peut voir juste là-bas. Je sais pas si notre caméraman peut aller voir. Oui, l'église ici, pour vous donner un petit historique de la place,
genre l'église Sainte-Famille. Elle date de 1754 jusqu'en 1767. C'est d'ailleurs la seule église monumentale qui reste du régime français au Québec, ce qui est quand même assez exceptionnel pour notre région. L'église ici, on peut faire remonter dans le fond l'histoire jusqu'au début de l'histoire de la paroisse, jusqu'en 1679, où ils ont fait les premiers registres sur le bord de la rivière Portneuf, 7-8 km un peu plus à l'ouest. Mais par la suite, le noyau villageois s'est vraiment développé autour, dans le fond, de Cap-Santé. Donc, il y a eu une érection canonique en 1714. Par la suite, ils ont construit une première église de 1715 jusqu'à 1718. Position de photo un peu plus au nord, on spécule que la première église était environ à cet endroit-là. Bon, d'ailleurs, l'année passée, ils ont fait des fouilles avant d'installer les photos et ils n'ont pas trouvé grand-chose. Et puis, donc là, ici, c'est la deuxième église qu'on a à Cap-Santé. Une église, pour l'histoire, on va dire l'histoire en tant que telle, sa construction, ça débute dès 1752, dès que Joseph Filion arrive ici à l'église. Il commence à faire, dans le fond, les plans de l'église. Et on dit qu'il se serait inspiré notamment des plans de Chosgros de Léry, qui était à l'époque l'architecte royal qui avait conçu les plans de la cathédrale, l'ancienne cathédrale de Québec. Donc, ça c'est un point qui est intéressant. D'ailleurs, l'église ici a comme des proportions qu'on va entrer à l'intérieur, on voit quasiment des proportions d'une petite cathédrale, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Donc en 1754, ils ont commencé la construction et les années passent. On arrive en 1759. 1759, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire du Canada, c'est la conquête. Et les troupes françaises qui viennent de perdre Québec reculent. Ils arrivent à Cap-Santé et ils veulent construire un fort à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Et ils ont besoin de matériaux, donc ils arrivent ici, ils voient un chantier d'une église en pleine construction, et ils réquisitionnent tout pour construire leur propre fort sur le bord de la rivière Jacques-Cartier. Donc ici, à place, c'était un fort, c'est ça? Non, c'était pas ici, c'était plus sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, dans le fond. Un peu plus, pour dire, plus proche de Donnacona. Où est-ce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le manoir Alsop, là, historique du Fort national Jacques-Cartier, du manoir Alsop. C'est 3-4 km un peu plus à l'est. Et puis là, cette église-là, elle a été construite ici à la place, c'est ça? C'est qu'après la guerre, dans le fond, il y avait déjà commencé à construire avant la guerre, mais là, quand la guerre s'est terminée, le fort a été abandonné et ils ont décidé, dans le fond, les habitants de retourner au fort, reprendre une bonne partie des matériaux. Le curé a fait une bonne grosse levée de fonds et ils ont fini la construction. Ça leur a pris 7 années, mais à la fin, ils étaient contents et était construite leur église. Alors là, on va se diriger à l'intérieur, là, vers l'hôtel principal. Oui. On va découvrir le décor intérieur de l'église qui est très magnifique. Donc, on se retrouve devant l'hôtel principal. Alors, François, on a beaucoup de choses à parler ici. On commence par quoi? On peut commencer par l'hôtel directement, tant qu'à. C'est intéressant l'hôtel parce que c'est un peu Québec et Montréal, une petite rivalité pour dire historique. Parce que la partie basse de l'hôtel, ce qu'on appelle le tombeau, et là on exclut d'abord l'hôtel en avant, qui est lui un hôtel qui date des années 60, même s'il est beau, il est plus récent. Je parle de l'hôtel arrière, là, vraiment l'hôtel, ce qu'on appelle le maître-hôtel, l'hôtel ou hôtel qui était anciennement utilisé par le curé. Donc, si on revient au tombeau, qui est la partie basse de cet hôtel, qui a été faite entre 1803 et 1809 par Louis-Aimable Quévillon, qui provient dans le fond de Montréal, qui avait un atelier à Montréal. Tandis que le haut, ce qu'on appelle le tabernacle, date de 1845. Et c'est Louis-Xavier Leprouon, qui était notamment un des étudiants des Baillargés. Vous êtes sûrement allé à Deschambault et ils vous ont dû vous parler des Baillargés de façon assez exponentielle. Dans le fond, les Baillargés, c'est surtout à Québec leurs ateliers qui étaient installés. Donc, on peut dire à la blague que ici, à Cap-Santé, nous avons un tombeau, Montréal, qui supporte Québec, le tabernacle. OK, et puis ça a fait des chicanes ou... Non, c'est juste une petite blague, une petite anecdote de visite. C'est intéressant de savoir. Ça, il y en a d'ailleurs plusieurs dans la visite, là. Choses intéressantes. C'est aussi ça, dans la visite, vous allez voir, des fois, on fait des petites anecdotes, des petits faits historiques intéressants qui se sont passés au fil du temps et qui ont permis
qui sont intéressants lors d'une visite. Donc, si on revient sur d'autres éléments dans l'église en tant que telle, on peut parler des vitraux qui datent de 1924 à 1926. Ils ont été faits par la Hobbs Manufacturing Company. Dans le fond, la Hobbs Manufacturing Company, c'est une compagnie qui est à la base anglo-canadienne, mais qui avait ses activités surtout à Montréal, et qui faisait dans le fond dans le vitrail religieux notamment. Et si on remarque ici à Cap-Santé, qu'est-ce qui est intéressant, tous les vitraux sont soit des dons de paroissiens ou de notables qui ont donné ça à leur église. Que ce soit les vitraux ou même les oculi, qui sont là, pour dire qu'on appelle, ce qui est appelé dans le langage populaire des œils de bœuf, des sortes de petits cercles qui se retrouvent dans l'église où on a mis des vitraux. Alors ça, c'est des dons. C'est ça? Des dons, oui, c'est tous des dons. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses à parler ici? Il y a plein d'affaires, tu me parlais. Oui, ensuite on pourrait aborder l'orgue qui est en arrière, qui est aussi très intéressante parce que c'est une Napoléon Déry. Elle date de 1880. Et fait intéressant, elle est toujours fonctionnelle, toujours utilisée notamment lors des messes. Et même qu'à chaque année, ici à Cap-Santé, lors du Dimanche des Rameaux, il y a un concert d'orgue qui est fait par un organisme professionnel, qui est invité par la paroisse à venir jouer des morceaux. Donc, si je me trompe pas, c'est un orgue qui date de 138 ans. Si tu as bien calculé du 180, oui, c'est bien ça. Ensuite, parle-moi un petit peu de l'architecture là, en général. Oui, ben, en architecture générale, comme je vous ai dit tantôt, c'est Filion qui l'a fait, mais là, on va parler. Je pense que tu n'as pas utilisé le bon mot. On va parler plus de la décoration intérieure. C'est peut-être plus ça le bon mot que tu voulais dire. Soit la chaire, que ce soit les frises que vous voyez, ce qu'on appelle le dorsal du banc d'œuvre, le banc des marguilliers. Tout ça a été sculpté et créé par Raphaël Giroux et François Blouin de 1859 à 1861. Giroux était aussi un élève des Baillargés. Donc, même si dans l'église ici, en tant que telle, il n'y a pas d'œuvre directe des Baillargés, on peut dire qu'il y a eu une certaine influence de la part d'une grande école d'architecture, de sculpture québécoise. Ouais, le premier prêtre qui est venu ici, c'est Charles Rageau Morin, mais ça, c'est bien avant que l'église ici soit construite. L'église actuelle ici, le premier prêtre, j'en ai parlé un peu lorsqu'on a parlé de la construction en tant que telle de l'église, c'était Joseph Filion, qui a été ici de 1752 à 1795 et qui a, dans le fond, été enterré en dessous de l'église. Un autre prêtre que moi je trouve particulièrement intéressant ici à Cap-Santé, c'est Félix Gatien. Gatien a été ici, dans le fond, de 1817 à 1844 et c'est lui qui a écrit notamment l'histoire de Cap-Santé, qui est un des premiers livres d'une histoire d'une communauté au Canada, bien même avant que François-Xavier Garneau écrive son histoire du Canada dans le fond, qui était plus général au Canada. Alors là, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire ici à l'intérieur de l'église? Bien sûr. Je ne vous ai pas parlé des tableaux. Ça, c'est super important. Les grands tableaux que vous voyez, tous les grands tableaux que vous voyez, pas le chemin de croix. Le chemin de croix qui est de facture française, qui a été fait par Édouard Cabane en 1913. C'est des copies sur toile. Mais moi, je vais vous parler vraiment des grands tableaux, que ce soit les deux tableaux de chaque côté du chœur, le grand tableau au-dessus du maître-autel, ou les 4 tableaux qu'on trouve de chaque côté dans les 2 transepts. C'est soit Antoine Plamondon ou Joseph Légaré. Joseph Légaré, c'est le seul qui est de Joseph Légaré, c'est le grand dans le transept droit. Sinon, tous les autres grands tableaux que vous voyez, c'est des tableaux de Plamondon, qui datent respectivement de 1825 à 1876. Et puis ça, c'est des tableaux qui avaient été commandés, là... Oui, ben c'est ça, ils ont été commandés par les curés de l'époque. Mais il y a un fait qui est intéressant pour plusieurs tableaux. Ben, tout d'abord, les 2 grands tableaux de chaque côté dans chaque transept ont des inspirations, ou même le grand tableau de Légaré a été copié de ce qu'on appelait à l'époque la collection des Jardins. La collection des Jardins, c'est une collection de tableaux ou de peintures qui provenaient dans le fond de France, et à l'époque de la Révolution française,
qui ont été acheminés ici au Canada par 2 abbés des Jardins pour éviter qu'ils soient saccagés, brûlés, détruits. Car, on connaît tous à l'époque de la Révolution française, l'Église n'a pas passé un très bon moment. Donc, ces tableaux sont trouvés ici. Beaucoup ont rempli des paroisses qui étaient à l'époque naissante au Bas-Canada, qui était en pleine expansion. Ici à Cap-Santé, d'ailleurs, on a déjà eu un tableau de la collection des Jardins, qu'aujourd'hui on n'a plus, qui était à la place du grand tableau dans le maître-autel. Ce tableau-là, on dit qu'il aurait servi de protection aux autres tableaux lors de la traversée de l'Atlantique. Et le curé ne l'aimait pas beaucoup, parce qu'il pensait qu'il n'était pas si beau, pas réellement beau. Donc, en 1861, le tableau qui était au-dessus du maître-autel, qui venait de la collection des Jardins, a été donné à la paroisse de Portneuf qui était naissante. À l'époque, c'était une coutume de donner à une paroisse qui se détachait d'une autre un cadeau de sa paroisse d'origine. Après 1861, on perd toute trace de ce tableau-là. Moi, ma théorie là-dessus, c'est ce que je spécule, c'est qu'en 1926, il y a eu un incendie à l'église de Portneuf, et donc le tableau a sûrement brûlé avec l'église. C'est parfait. Alors, aussi, on m'a dit tantôt qu'il y avait le cimetière qui était quand même assez très important. On va aller faire un tour. Oui! Mais avant de vous parler du cimetière en tant que tel, je veux juste vous dire qu'il y a en dessous de l'église 266 personnes qui ont été inhumées de 1795 jusqu'à 1916. Ça faisait partie là, du premier prêtre, là, comme que vous m'aviez dit tantôt. C'est ça, le premier prêtre, ça a été la première personne qui a été enterrée en dessous de l'église, en dessous de l'autel, donc à peu près au niveau de l'autel, je pense du côté nord de l'autel, donc. Mais il n'y a pas juste eu des prêtres, il y a eu, parmi ces 266 personnes-là, il y a des gens tout à fait normaux. On n'a d'ailleurs jamais trouvé de raison valable pourquoi les gens se faisaient enterrer en dessous de l'église. Il n'y avait pas plus de nobles, il y avait pas plus, il y a beaucoup plus, même plus. On pensait que c'était l'hiver, mais finalement, ça n'a pas été ça parce que la majorité des enterrements étaient de mai à novembre, donc ça cassait aussi cette théorie-là. Il n'y avait pas plus vraiment. Si on exclut les prêtres qui font qu'une certaine majorité masculine, c'est environ égal homme-femme, donc on n'a pas vraiment trouvé de théorie à propos de pourquoi les gens se faisaient enterrer en dessous de l'église à Cap-Santé. Là, je vais peut-être te prendre à l'avance, mais tantôt, tu as parlé qu'il y avait un tableau qui datait de 300 ans. Oui, ce tableau-là, il est dans la sacristie. C'est une petite sainte famille qui était dans le fond dans la première église, parce que la première église, elle a été dans le fond abandonnée, elle a été détruite, mais les paroissiens ont très bien pu sortir plusieurs pièces très facilement, par la suite détruire d'eux-mêmes. On est dans le cimetière parce que ici, quand on fait la visite des voies du Sacré, le cimetière est aussi important. Oui, dans le fond, quand on est... le cimetière est disponible, dans le fond, pour la visite quand on est à l'église de Cap-Santé. Souvent, on peut être 2 guides, donc il y a un guide qui reste dans l'église et un autre vient visiter le cimetière. Le cimetière est aussi important parce que c'est également un cimetière classé, tout comme l'église, qu'ils ont été classés la même année en 1986 par comme site historique national. Le cimetière est très intéressant parce qu'il remonte à... Les premières inhumations qu'on retrace datent de 1711. C'est une jeune fille qui a été enterrée ici au cimetière. Le cimetière, dans le fond, qui a été... la plus vieille tombe qu'on peut retrouver dans le cimetière, cependant, est pas si vieille que ça, date de 1890. Elle est un peu plus dans la partie nord du cimetière. Là, on est plus du côté sud du cimetière, là, au sud de l'église, tandis que dans la partie qui est plus au nord, on trouve des tombes qui sont quand même anciennes, qui ont été ressorties et ont été repeinturées pour les gravures pour voir les noms et les années de l'enterrement de ces personnes. Dans le cimetière, on estime qu'il y a environ 7500 personnes qui ont été enterrées en date, dans le fond, du 31 décembre 2010, ce qui est un nombre assez important. D'ailleurs, ça a été longtemps un cimetière qui était un cimetière catholique, mais qui avait plusieurs villages qui venaient, parce qu'à la base, c'était toute la baronnie de Portneuf, tous les catholiques de la baronnie de Portneuf qui venaient ici à Cap-Santé avant que d'autres municipalités soient créées, que ce soit à Portneuf, que ce soit à Saint-Basile, que ce soit à Pont-Rouge, que ce soit même, on peut monter ça quasiment jusqu'à Saint-Raymond, dans le coin de Bourlouis. Donc,
c'était tout ce territoire de ce qu'on appelle la Baronnie de Portneuf, et donc il y a des gens qui ont été enterrés ici. Et puis, vous avez aménagé là, des panneaux. Oui, il y a plusieurs panneaux comme celui-ci qui sont dans le cimetière qui peuvent vous permettre, si mettons, on n'est pas disponible parce qu'il y a juste un guide à l'église ou que l'église est fermée, d'aller au cimetière et de lire ces panneaux qui donnent d'excellentes informations sur le cimetière. Alors, François, est-ce que tu avais d'autres choses à nous expliquer sur l'église avant qu'on finisse? Juste pour faire un petit peu de publicité pour conclure, à l'église ici reste encore très active, notamment au mois d'août. À chaque dimanche, il y a ce qu'on appelle les dimanches en musique. C'est à 14h et ça vous permet en même temps d'apprécier l'excellente acoustique de l'église. Et en plus, c'est juste une contribution volontaire que vous pouvez donner à l'entrée. Donc, c'est également un bon moment pour découvrir l'église si vous voulez voir en même temps l'acoustique et écouter de la bonne musique à l'église de Cap-Santé. Alors, merci beaucoup. Et puis, Eliane, est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter là, sur le parcours en général là, des Voix du Sacré? Oui, bien, j'ajouterais en conclusion, en fait, que le projet des Voix du Sacré, c'est bien sûr un projet de mise en valeur du patrimoine religieux, mais c'est aussi un projet d'appropriation. Donc, je vous invite vraiment à parcourir le territoire puis à visiter ces lieux-là qui sont les nôtres. En fait, ce sont nos petits trésors dans Portneuf. Et il y a toutes sortes d'activités. Il y a les Voix du Sacré, mais il y a aussi des activités ponctuelles, comme François l'a mentionné, qui permettent de s'approprier différemment ces lieux-là, c'est-à-dire autrement que dans un contexte de culte, et d'apprécier les lieux pour leur beauté intrinsèque, là, parce que ce sont vraiment des petits musées, dans le fond, qu'on a dans la région ici, là, qui recèlent là, une riche histoire, puis aussi des œuvres d'art incroyables. Alors, merci à vous deux d'avoir participé à notre émission et nous avoir fait découvrir cette belle activité.